Il meurt rarement dans son lit, hein. Il meurt en prison ou souvent en croisant les balles. Alors, je dis ça parce qu'on oppose souvent le milieu traditionnel, hein, on a les films en tête, d'Audiard, tout ça, et puis les voyous d'aujourd'hui, les caïds des cités. Il y a une différence. Est-ce que lui, c'est un petit caïd de cité qui a grandi trop vite, qui effectivement s'est heurté au vrai milieu, entre guillemets, ou est-ce que c'est autre chose? Non, lui, il était un peu à la croisée des chemins, hein. C'était un peu un pionnier de ces caïds de cité, puisque c'est un garçon qui avait grandi un peu en amont, et puis qui aujourd'hui jouait quand même dans la cour du grand banditisme. Alors en revanche, il était certes issu de cité, mais il était entouré aussi pas mal de ces jeunes pousses venus des quartiers. Donc il présentait une équipe un peu avec un profil particulier, un profil nouveau, qui voulait effectivement, là, pour ceux qui l'entouraient, manger dans la cour des grands, parce que eux étaient pas forcément issus du grand banditisme traditionnel. Alors la cour des grands, on pense toujours, quand on parle de Marseille, au clan Zampa, à Francis le Belge, hein, dont il était l'un des lieutenants, si j'ai bien compris, à Jackie Le Mat, à Fargette, à Toulon, enfin, tous ces caïds. Bon, est-ce qu'ils ont disparu ou ils sont à la retraite, je sais pas quoi, ils ont été remplacés par d'autres ou il en reste de ces caïds-là? Non, il en reste, ils sont peut-être un peu moins médiatisés, mais il y en a toujours qui s'agitent dans l'ombre. Et puis on parle beaucoup des Corses, surtout sur la Côte d'Azur, puisqu'on dit qu'elle est entre leurs mains. Avec en fait, quoi, c'est la brise de mer, c'est ça? En tout cas, on dit qu'on parle du milieu bastiais, voilà, de Haute-Corse. Alors, la brise de mer, c'était une appellation d'origine contrôlée qui date des années 80. Aujourd'hui, c'est le nom d'un bar à Bastia qui a donné son nom à la bande de caïds qu'il fréquentait. Exactement. Donc, il y a une mouvance, hein, on va plutôt parler de mouvance plutôt que de bande. Et ces gens-là ont grandi, ont fait des grosses affaires dans les années 80, se sont enrichis, ont assis leur autorité depuis, et puis là, ils ont à peu près mis la main sur la Côte d'Azur depuis quelques années, depuis la fin des années 90. Donc ça, c'est le vrai milieu. Ça, c'est le milieu traditionnel comme on l'entend. Avec quoi? Parce que là, il a marché sur leur plate-bande, donc il en serait mort, semble-t-il, hein, Farid Benrahma. Avec quoi? Avec des règles, des codes très établis, très classiques, qui ne seraient pas ceux d'aujourd'hui, qui seraient différents des règles à l'ancienne? Les codes du milieu, c'est toujours les mêmes, hein. C'est le code de la peur, en gros, hein. Qu'est-ce qui vous empêche de balancer? Qu'est-ce qui vous dit d'être fidèle à vos camarades? C'est avant tout la violence qui régit le milieu. C'est pas une grande force d'âme, ou etc. C'est surtout la peur de ce qui pourrait vous arriver si vous balancez. Si vous le prenez du côté folklorique, on va dire que c'est un code de l'honneur. Hein, bon, et puis si vous le prenez d'un côté plus pragmatique, c'est une défense des intérêts et juste un savoir-vivre professionnel. Donc effectivement. Mais il n'y a pas un côté on balance pas aux flics, on ferme sa gueule, enfin etc. Il n'y a pas tout ça. Il y a toujours ça, mais on l'a toujours aussi on peut l'avoir dans ce nouveau milieu qui est issu des quartiers. C'est le b.a.-ba du voyou. Si vous voulez réussir, vous n'êtes pas censé vous répandre auprès de la police. Enfin. Quoique, si vous voulez réussir, ça peut peut-être aider. Pour éliminer des concurrents. Voilà, en gros, c'est ça. Hein, c'est souvent pour ça qu'on balance. C'est plus facile que d'aller flinguer soi-même. Et ce milieu, sa puissance est assise sur quoi? Là, on voit que ça a démarré pour lui sur les machines à sous. Alors, en gros, aujourd'hui, c'est la drogue. 80% du chiffre d'affaires, ce sont les stupéfiants. Hein, et ça, c'est le milieu aussi. Oui, tu fais vivre le milieu traditionnel. Alors, pas le cannabis. Le milieu traditionnel, lui, il est plutôt sur la cocaïne. On va dire même carrément sur la cocaïne. L'héroïne un peu moins, mais toujours. Mais la grosse vache à lait, c'est la coke. Et puis après, vous avez les machines à sous, le racket des boîtes de nuit, un peu d'immobilier. Ça, ce sont les grands classiques du milieu traditionnel. Et puis le milieu issus des quartiers, lui, il est carrément sur les stupes et quasiment exclusivement sur les stupes. Il grenouille un petit peu dans le braquage. J'avais oublié les gros braquages pour le milieu traditionnel. Les attaques de fourgon, etc. Et ce milieu, là on voit, bon, il se partage son territoire. Ça peut être sanglant quand il y a des rivalités d'eux, mais sinon il y a une solidarité entre ces territoires-là, entre ces bandes-là. Ils se connaissent, ils se respectent, ils travaillent ensemble. Le principe du milieu, c'est qu'ils se connaissent tous à peu près. Hein, donc c'est un milieu professionnel, on connaît les collègues. Bon, alors pour certains, le milieu il est opportuniste. Hein, donc quand on peut s'allier et que c'est utile, on le fait. Quand il faut éliminer, eh ben on défouraille comme on dit. On le voit là, par exemple dans le cas des Corses et des gens de cité, les mêmes Corses qu'on retrouve à Paris sur un gros braquage de fourgon blindé en 2003. Ils ont été condamnés en novembre dernier. L'équipe est mixte, est composée de garçons de quartier du 93 et du 94 et de la fine fleur du braquage bastiais. Il n'y a plus de différence vraiment. Donc ils se tirent dessus à Marseille, à Paris ils peuvent s'allier. Tout dépend des affaires à faire. D'accord. Vous écrivez là-dessus. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, chez les voyous? Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu comment fonctionne cette criminalité, parce qu'elle permet de comprendre aussi une partie de la société. Donc, c'est un pan qui nous reste assez méconnu, et enfin, en tout cas, aux yeux du grand public. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ça évolue, et puis comment on peut avoir choisi un moment de consacrer sa vie au crime quand on sait que généralement ça finit mal.
Merci beaucoup, merci Jérôme Pirat. Et je vous dis, on fera tout à l'heure un portrait de celui-ci, de Michel Ardouin, dit le porte-avions, pour toutes les armes qu'il avait sur lui. C'est comme ça qu'on l'avait surnommé dans le milieu. Et sa grande corpulence. Voilà, il déplaçait de lourd en se déplaçant. Voilà. Alors, on parlait de ce milieu, on parlait de ces jeunes, et on parlait notamment effectivement de ce nouveau milieu qui avant était issu des quartiers populaires des grandes villes, qui maintenant est issu des banlieues. C'est tout à fait naturel. Alors, à quoi ressemble cette criminalité de banlieue? Est-ce qu'elle a des spécificités? On est allé, pour essayer de le comprendre, voir ceux qui luttent contre elle, c'est-à-dire les policiers, ceux qui sont en banlieue et qui la voient grandir, qui voient ces jeunes passer du stade de petits délinquants, quelquefois effectivement dans la drogue, à celui de beaux caïds. C'est une enquête d'Emmanuel Gagné et de Patrice Hacher. « 23h30 sur une route en grande banlieue parisienne. Le capitaine Daniel et son équipier sont en repérage. L'objectif de ces policiers, une ferme dans un village. Donc là c'est le portail en face. Derrière ce mur. Là on est juste devant. Là on est juste devant. Pour ne pas éveiller les soupçons, il s'arrête une centaine de mètres plus loin. Hein? Il n'y a pas de lumière. L'enquêteur part seul à pied. Il va jeter un œil par-dessus le mur de la propriété. 5 minutes plus tard, il a vu ce qu'il cherchait. Alors c'est bon? C'est positif. Le véhicule est toujours là. Un véhicule qui piste depuis 3 semaines. Oui. Il y a 2 autres voitures. Ah d'accord. Le Scénic, a priori, c'est un véhicule volé. Oui, c'est un véhicule volé donc qu'on avait déjà repéré sur un autre dispositif. Et notamment quand il avait été sorti du garage où il avait été maquillé. Cela fait 6 mois que ces policiers enquêtent sur un réseau de vol de véhicules. Une bande qui opère entre la Seine-et-Marne et l'Essonne. De jeunes délinquants, dangereux et armés. Adeptes du carjacking, ils braquent les véhicules en menaçant leurs propriétaires. Mais cette nuit, l'enquête touche au but. Les hommes du capitaine Daniel vont lancer leur coup de filet. « 5 h du matin, à leur QG de Melun. Dernier préparatif avant de passer à l'action. Le capitaine Daniel a réuni une quarantaine d'hommes. L'opération est supervisée par le commissaire Conesa. Leur renfort, des hommes de la brigade anticriminalité et une unité spéciale d'intervention. Leur briefing est mené par un des enquêteurs. Le commissaire, lui, connaît les lieux d'intervention. Il a déjà eu affaire au suspect. Normalement, les chambres sont à l'étage, si je me souviens bien. Rez-de-chaussée, cuisine, séjour, peut-être une chambre derrière avec un accès dans le garage. Si je me souviens bien, enfin du côté lui. Et à l'étage, escalier, il doit y avoir normalement 3 chambres, si je me souviens bien. L'entrée, elle est légèrement en fonction, comment ça fait ça? Ouais, mais ça dépend des pavillons. Ils sont tous construits sur le même modèle, mais parfois l'escalier est en face, parfois il est à droite, parfois ça dépend comment il est orienté le pavillon. Donc, c'est un gars qui fait du carjacking, donc il apparaît à plusieurs reprises qu'il est armé. Donc on ne sait pas si actuellement il a une arme ou pas, mais méfiance, voilà. On va se mettre... Les équipes se séparent car elles doivent procéder à plusieurs interpellations à des endroits différents. Aux dernières informations ce matin, tous les suspects sont chez eux. Donc si tout va bien, nous aurons nos 4 objectifs ce matin. Même 5 ensuite avec le garagiste. Il y a un peu de stress avant ce genre d'opération? Ah oui, il y a toujours un petit peu de pression, effectivement. L'équipe du capitaine va se charger du caïd présumé. Une terreur dans son quartier qui habite chez sa compagne, à Lemay-sur-Seine. Une fois en place dans le hall, les hommes attendent que les autres unités soient prêtes à intervenir. Comme celle du commissaire Conesa, qui se charge du bras droit du caïd, à 20 km, à Corbeil-Essonnes. Le suspect, âgé de 25 ans, habite chez ses parents.
Une opération coordonnée pour éviter que les chefs du réseau ne se préviennent entre eux. Mais pour le commissaire Conesa, c'est la déception. A priori, l'individu dépasse son domicile. On va voir... Pourtant la caisse est là. Dans le pavillon, il n'y a que les parents. Ce n'est pas la première fois qu'ils voient débarquer la police au petit matin. Donc il rentre le matin d'habitude? Vers quelle heure il rentre, monsieur? Il vous a pas dit donc où il allait hier? On ne sait pas ce qu'il fait. Les policiers ne sont pas venus tout à fait pour rien. Ils repartent avec la voiture du suspect. Un indice important, c'est un véhicule volé. À Lemay-sur-Seine, le capitaine Daniel, lui, a eu plus de chance. Le chef du réseau s'est laissé arrêter sans violence. Pendant 2 heures, les policiers vont fouiller son appartement et vont trouver des indices. Donc l'arme démontée. On trouve des éléments qui laissent penser qu'il commet des vols de violence avec arme, avec bonnet pour se cacher, des gants pour ne pas laisser d'empreinte, une arme pour menacer et bon, toujours de l'argent liquide avec lui. Il y a à peu près 1000 € alors qu'il ne travaille pas. Père d'une fillette de 3 ans, ce jeune homme de 25 ans est loin d'être un inconnu pour les policiers. Vous avez déjà eu maille à partie avec la police? La justice? Ouais, quand j'étais un peu plus jeune. Pourquoi? Pour des faits de délinquance mineure. La petite délinquance. C'est-à-dire? Des faits quand on est jeune. Des bagarres, un peu tout ce que font les jeunes. Vous avez fait de la prison pour ça? Ouais, pour d'autres faits, mais ouais, j'ai été incarcéré. Ouais. Et c'est quoi ces faits? Ouais, c'est des autres faits, j'ai été jugé, j'ai payé ma dette. Ça fait partie du passé. Ce matin, sur les 5 suspects recherchés, les policiers en auront arrêté 4, les plus importants. Le lendemain, ils vont s'attaquer aux petites mains du réseau. Le capitaine Olivier de la brigade des stupes est venu leur prêter main forte. L'un des suspects du jour est encore plus jeune, 18 ans. Il habite chez ses parents dans une cité à Étampes. Pas vraiment dangereux, mais il est soupçonné d'avoir servi de prête-nom au réseau pour immatriculer les véhicules volés. Police, dépêchez-vous d'ouvrir. Dépêchez-vous, police. Ouvrez. Bonjour. Bonjour. C'est... Oui. Allez, hein. C'est toi? Oui, c'est moi. T'es tout seul ici? Ma mère et tout. C'est la police, madame. Non, non, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Allez, vas-y, tourne-toi. Donne-moi ton poignet. Mets-le bien, parce qu'on a de la route. C'est good? Allez. Allez. Tiens, tu le prends, Laurent, s'il te plaît? Je récupère mes affaires. Ce jeune homme passe un bac techno en candidat libre. Il prétend aussi faire des petits boulots et il est père d'un enfant. Sur les faits qu'on lui reproche, il est peu loquace. Moi, personnellement, je suis pas un trafiquant, donc j'ai fait aucun trafic. On attend les auditions pour être qui m'explique, qu'il soit plus explicite et que moi aussi par la suite je sois plus explicite. 8 interpellations. Les policiers ont désormais 4 jours. C'est la loi en matière de criminalité organisée pour interroger leurs suspects et confronter leur version. Nous assisterons aux auditions du jeune homme de 18 ans, celle du caïd et celle du garagiste, suspecté d'avoir maquillé les voitures volées. Dans le réseau, les petites mains vont rapidement avouer.
Le jeune homme, qui a servi de prête-nom pour immatriculer les véhicules volés, affirme que c'est un copain de sa cité à Étampes qui lui aurait demandé un service. Il m'a dit juste est-ce que tu peux le faire ou pas, parce que moi personnellement je peux pas le faire. Moi je lui ai dit si tu peux pas le faire je peux bien te dépanner. D'accord, donc il vous demande de vous lui rendre un service et quand même il vous donne de l'argent. Combien? 50 euros. 50 € par véhicule, un bien maigre profit qui lui vaudra tout de même une mise en examen. Le service qu'il a rendu au caïd risque de lui coûter cher. Ça fonctionne entre copains, mais on ne se fait pas de cadeaux. Ah ben non, c'est pas du copinage, il les utilise, hein, c'est très clair. Si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a celui qui est utilisé, qui estime que celui qui l'utilise est un copain, et l'autre, pour lui, c'est pas un copain, ça c'est très clair, il l'utilise. Voilà, c'est pas du tout la même vision des choses. C'est du business pur et dur. Du business pur et dur. Le lendemain, l'enquêteur interroge le garagiste. Un homme de 34 ans, sans antécédents, marié et père de 2 enfants. À lui, le chef du réseau lui proposait une jolie somme pour maquiller une voiture volée. Il vous a réglé quelque chose ou pas? Non, une enveloppe. Une enveloppe, d'accord. Qui contenait? 1700 euros. Ah, qui contenait 1700 €. Et pourquoi elle contenait tant d'argent? Parce qu'il n'y avait pas que le pare-brise qui avait été changé. Il y avait quoi d'autre? Il y avait tout le vitrage en fait. Les 4 vitres latérales, plus le pare-brise. Ouais. Et pour quelle raison? Parce que sur ces glaces-là, il y avait un marquage. Et vous acceptez sans problème. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre, quoi? Si, c'est bizarre. C'est bizarre, mais je l'ai quand même fait. Julie, j'avais besoin d'argent à l'époque. Bah oui, mais enfin, le fait d'avoir besoin d'argent, c'est... Les seconds couteaux ont parlé. Le caïd, lui, c'est une autre histoire. À 25 ans, il est déjà rodé aux interrogatoires. C'est mieux que ça vienne de toi, plutôt qu'on fasse question par question, voiture par voiture. Je vais répondre aux questions. Est-ce que vous m'attrapez avec une voiture? Je parle gros trafic, je sais pas quoi. Vous m'attrapez avec une voiture volée dans les mains que moi-même j'ai conduit? C'est facile de dire oui parce qu'il me voit à côté quelqu'un qui... Mais non, justement, tu vois, j'ai délégué, c'est moi qui lui ai dit de faire ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement on ne voit pas dans les voitures. Ah, mais justement, c'est parce que comme vous voyez rien, si t'étais un simple petit voleur, justement, tu apparaîtrais dans les voitures. Or, ton rôle, il est bien l'autre. Vous voulez me mettre l'histoire des vols, mais il n'y a pas de problème. De toute manière, je m'expliquerai jusqu'à la fin. C'est pas moi, j'ai pas volé de véhicule, j'ai pas volé, point barre. Maintenant, ne me dites pas, voilà, les vols de voitures, c'est toi qui as fait de la violence, t'as castané un vieux, j'ai pas castané le vieux. Si je te mets en cause dans tel vol violence, c'est que je suis convaincu que tu l'as fait. J'ai braqué personne, moi. Braquer pour pourquoi t'as une arme chez toi, Mais j'ai une arme pour me défendre. C'est pas pour braquer qui que ce soit. Mais de me défendre, c'est tout. Je me défends. Ouais. Le temps qu'on vous appelle, je me fais agresser chez moi, le temps que je vous appelle. T'appelles la police. Pardon? T'appelles la police? Bien sûr, j'appelle la police. Tiens, vas-y, tu relis, tu me dis ce qui te va pas. Non, il n'y a rien qui me convient, mais bon. Ah bah attends, c'est tes déclarations. Hein. Bah, avec vos mots à vous. Hein. Bah écoute, si tu veux, tu tapes à la machine. Hein. Pendant toute la durée de sa garde à vue, le suspect ne lâchera rien. La loi du silence, la loi du milieu déjà pour un délinquant aussi jeune. Mais les policiers ont accumulé des indices. Lors des perquisitions, mais surtout pendant les 6 mois d'enquête. 2006, 281. Yes. Des centaines d'heures d'écoute téléphonique. Le lieutenant Sylvain va écouter l'une d'elles, une conversation entre le chef du réseau et son bras droit. C'est bon, on peut parler là. Pour la voiture. J'en avais vu une. Ah ouais? Ouais. Et t'as vu le mec, je savais à quelle heure il allait arriver, tout ça. Un vieux mec, un vieux petit français, ta tête. Qu'est-ce qu'elle dit, cette écoute? C'est un appel entre les deux protagonistes.